Pour des millions de téléspectateurs qui ont suivi sa vie tranquille dans la nature, Tom Orr est devenu l'incarnation d'un archétype américain en voie de disparition. Il était le travailleur du cuir qui transformait des peaux brutes en outils et en vêtements, avec rien d'autre que de la patience et de l'habileté. Il était l'homme des montagnes qui s'éloignait des villes, des autoroutes et des foules, choisissant plutôt une cabane au fond des forêts de la vallée de la rivière Yaak. Pour ceux qui l'admiraient, sa vie ressemblait à l'ultime déclaration de liberté. Un homme rejetant le bruit de la société moderne et revenant à un mode de vie plus simple et plus ancien. Mais l'histoire qui se cache derrière ce choix est bien plus compliquée que la plupart des gens ne le pensent. Le voyage de Tom dans la nature n'était pas seulement une question d'indépendance ou d'attrait romantique pour les paysages sauvages. Bien avant que les caméras ne viennent documenter sa vie, il avait laissé derrière lui un fils dans l'Illinois, un garçon qui deviendrait un homme porteur d'une question qui ne semblait jamais trouver de réponse. Pourquoi son père a-t-il disparu sans laisser de traces ? Pendant 30 ans, Michael Orr a vécu avec ce silence. Il n'y a pas eu d'appel téléphonique, pas de lettres, pas même un dernier adieu. Son père s'était simplement volatilisé dans les vastes espaces de l'Ouest américain, ne laissant derrière lui que des fragments de souvenirs et un nom de famille qui commençait lentement à ressembler davantage à un mystère qu'à un lien. La vérité est restée enfouie pendant des décennies cachée sous les routines tranquilles de la vie dans la nature sauvage du Montana. Elle n'a fait surface que lors d'un événement aussi ordinaire qu'une journée de ménage. La découverte a eu lieu dans la cabane isolée des Orr, dans la vallée de Yaak, un endroit si isolé que les tempêtes hivernales peuvent les couper du monde extérieur pendant des semaines. Nancy Orr avait décidé de passer la journée à organiser le désordre qui s'est naturellement accumulé après des décennies de vie hors réseau. Des boîtes d'outils, des paquets de déchets de cuir, des bocaux de produits chimiques de tannage et des piles d'équipements ont lentement rempli les coins de la cabane au fil des ans. Derrière une pile de fournitures de tannage et de vieux outils de maroquinerie, Nancy a trouvé une boîte en carton scellée par des bandes de ruban adhésif qui avaient depuis longtemps séché et jauni avec l'âge. Mais en soulevant la boîte et en la retournant, elle a remarqué quelque chose qui l'a fait réfléchir. Des marques postales, des timbres effacés et des dates remontant au début des années 2000. Le colis avait été adressé à Tom par l'intermédiaire d'une petite boîte postale à Trego, dans le Montana, le seul endroit où le courrier pouvait occasionnellement leur parvenir dans une région où les camions de livraison circulaient rarement. Vivant aussi loin du réseau que la plupart de la correspondance devait passer par cette boîte éloignée avant d'arriver à la cabane. Les yeux de Nancy se dirigèrent lentement vers l'adresse de retour imprimée dans le coin. Dès qu'elle l'a lu, son estomac se serra. Le nom était immédiatement reconnaissable, Michael Orr, le fils dont Tom n'avait jamais parlé, le fils dont l'existence planait discrètement à l'arrière-plan de leur mariage, mais qui était rarement reconnu à haute voix. Nancy connaissait Michael bien avant d'épouser Tom en 1975, Lors de leurs premières conversations, Tom avait mentionné qu'il avait été brièvement marié pendant ses années de rodéo et qu'un enfant était né de cette relation. Mais il en parlait de manière détachée, décrivant cela comme une erreur de jeunesse plutôt que comme un chapitre de sa vie qui avait encore un poids émotionnel. Il avait insisté sur le fait que le passé était derrière lui, que la vie qu'ils construisaient ensemble dans le Montana serait exempte des obligations et des déceptions auxquelles il croyait avoir échappé en quittant l'Illinois. Avec le temps, Nancy a appris à ne pas insister sur le sujet. Tom avait une façon discrète de fermer les portes lorsque les conversations s'approchaient trop des parties de sa vie qu'il préférait oublier. Mais elle tenait maintenant une boîte remplie de lettres, 17 d'entre elles. Chaque enveloppe portait une date différente s'étalant sur 13 ans de 2001 à 2014, Aucune d'entre elles n'avait été ouverte. Nancy en prit une soigneusement dans la pile et remarqua que l'écriture changeait d'une enveloppe à l'autre. Les premières lettres étaient imprimées avec soin, presque avec hésitation, le genre d'écriture utilisé par quelqu'un qui essaie de s'assurer que chaque mot est clair. Les enveloppes plus tardives portaient une écriture plus assurée, l'écriture d'un homme qui avait vieilli en attendant une réponse qui n'est jamais arrivée. Elle se tenait dans la cabine silencieuse, tenant la boîte incertaine de ce qu'elle devait faire. Une partie d'elle voulait la remettre là où elle l'avait trouvée, l'enterrer à nouveau sous des boots de cuir et des outils pour que Tom n'ait jamais à y faire face. Cela préserverait le silence inquiétant qui avait existé pendant des décennies. Mais une autre partie d'elle savait qu'ignorer les lettres ne ferait que prolonger une question qui avait déjà trop attendu.
Avant qu'elle n'ait pu se décider, la porte de la cabine s'est ouverte. Tom est entré et s'est arrêté dès qu'il a vu ce qu'elle tenait. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Son expression révéla quelque chose dont Nancy n'avait jamais été totalement sûre. Auparavant, il savait que ces lettres existaient. D'une manière ou d'une autre, il avait compris que Michael essayait de l'atteindre. Et il avait choisi de ne pas les ouvrir. Pendant 30 ans, ils ont évité de parler de la première famille de Tom, s'accordant à dire que le passé resterait enfoui. Cet arrangement fragile venait de voler en éclats. Tom tendit la main et prit la boîte des mains de Nancy. Même après des décennies passées à travailler le cuir, à poser des pièges et à survivre à des hivers rigoureux qui laissaient la plupart des gens épuisés, ses mains tremblaient légèrement. Il posa la boîte sur leur table en bois fabriqué à la main, mais ne fit aucun geste pour l'ouvrir. Elle resta là entre eux comme une porte scellée vers une vie qu'il avait passé des décennies à essayer d'oublier. Nancy posa enfin la question qui vivait silencieusement dans son esprit depuis des années. Avait-il jamais eu l'intention de répondre, ou bien le fait d'avoir quitté sa première famille, était-il une décision qu'il avait l'intention d'emporter dans la tombe sans jamais regarder en arrière? Lorsque Tom a finalement répondu, son honnêteté a été bien plus douloureuse que n'importe quel mensonge n'aurait pu l'être. Il a admis qu'il avait toujours eu l'intention de garder le secret enfoui. Dans son esprit, contacter Michael ne ferait que rouvrir les blessures et créer plus de douleur pour tout le monde. Il semblait plus facile, plus sûr, de rester silencieux et de laisser les années continuer à s'écouler. Bien avant de devenir un artisan solitaire dans les montagnes, Tom avait été un jeune cavalier de rodéo parcourant le circuit poussiéreux des arènes des petites villes du Midwest. Sa carrière dans les rodéos a commencé à la fin des années 1950, alors qu'il avait à peine 20 ans. Le circuit offrait une étrange combinaison de liberté et de danger qui le séduisait profondément. Les jeunes hommes suivaient les rodéos de ville en ville à la recherche de modestes prix et du frisson des foules qui les acclamaient alors qu'ils tentaient de rester montés sur des animaux suffisamment puissants pour les tuer s'ils en perdaient le contrôle, ne serait-ce qu'un instant. Tom s'est spécialisé dans la monte de bron, une épreuve brutale qui exige à la fois de la force et de l'intrépidité. Mais il possède également une autre compétence qui s'avère bien plus fiable que les gains du rodéo. C'était un travailleur du cuir exceptionnel. Alors que d'autres cavaliers s'efforçaient de survivre uniquement grâce à l'argent des prix, Tom construisait des selles, réparait des harnais et fabriquait des équipements auxquels les cow-boys faisaient confiance. Ses mains pouvaient transformer des peaux brutes en un équipement à la fois beau et durable. C'est à cette époque qu'il rencontre Patricia Summers dans 1960 lors d'un rodéo à Springfield dans l'Illinois. Patricia n'était pas venue à l'événement parce qu'elle aimait la culture du rodéo. En fait, elle considérait en privé que ce sport était imprudent et inutilement dangereux. Mais l'intensité tranquille de Tom et la confiance qu'il dégageait le distinguaient des cow-boys plus bruyants et plus vantards qui l'entouraient. Ils se sont mariés rapidement. À l'époque, tous deux pensaient que leur relation était suffisamment forte pour surmonter leurs différences. Mais la vérité était que leur relation avait été construite plus sur l'alchimie que sur la compatibilité. 2 ans plus tard, en février 1962, leur fils Michael est né. À cette époque, la carrière de rodéo de Tom a déjà commencé à s'essouffler. Il est bon, mais pas assez exceptionnel pour dominer le sport. Entre-temps, les déplacements constants exigés par le circuit créent des tensions à la maison. Patricia voulait de la stabilité, et Tom se sentait à l'étroit dans toute routine qui ressemblait à une vie domestique conventionnelle. Pendant un certain temps, il a essayé de s'adapter. Il a pris des emplois stables dans la maroquinerie et a limité ses apparitions dans les rodéos à des événements locaux qui lui permettaient de rester proche de sa famille. Mais la tentative de s'installer dans la paternité a eu l'impression d'une cage qui se refermait autour de lui. Chaque jour de routine renforce la conviction qu'il a commis une erreur en se mariant et en fondant une famille, avant de s'être vraiment compris. Le point de rupture survient alors que Michael n'a que 18 mois. De retour d'un week-end de rodéo, Tom trouve Patricia qui l'attend avec un ultimatum. Elle voit bien qu'il est malheureux et sait que la tension dans leur foyer ne fait qu'empirer. Elle lui a demandé de choisir entre le circuit de rodéo et sa famille. Ce qu'elle espérait le forcer à se réengager a eu l'effet inverse. Tom a interprété l'ultimatum comme une permission de partir. Au bout d'une semaine, il embarque ses outils de maroquinerie et une poignée d'affaires dans un camion et part vers l'ouest, en direction du Montana. Il avait entendu dire qu'on y recherchait des selliers et les vastes étendues sauvages lui promettaient une échappatoire aux attentes et aux responsabilités qu'il ne se sentait pas prêt à assumer.
Il ne dit pas au revoir à Michael car il pense que l'enfant est trop jeune pour se souvenir de lui. 6 mois plus tard, Patricia reçoit des papiers de divorce envoyés par la poste depuis le Montana. Tom n'a jamais demandé la garde ou le droit de visite. Légalement et émotionnellement, il a complètement rompu le lien. 2 ans plus tard, Patricia s'est remariée. Son nouveau mari a adopté Michael et lui a donné la figure paternelle stable que Tom pensait ne jamais pouvoir devenir. Pendant des décennies, Tom s'est dit que partir était le meilleur choix. Il s'est convaincu qu'une absence pure et simple valait mieux que de rester et de devenir un père rancunier prisonnier d'une vie qu'il ne voulait pas. Mais aujourd'hui, assis à une table en bois dans une cabane isolée du Montana, avec 17 lettres non ouvertes entre lui et le passé, cette justification lui semble soudain beaucoup moins certaine. Cette rationalisation a permis à Tom de se construire une nouvelle vie dans le Montana, sans culpabilité ni regard en arrière, se convainquant que tout le monde était mieux avec une rupture nette, plutôt qu'avec l'implication timide d'une personne psychologiquement incapable d'être un parent adéquat. La rencontre avec Nancy dans 1973 a été l'occasion de se réinventer. Tom se présentant comme quelqu'un qui n'avait jamais été marié ou n'avait jamais eu d'enfant, simplement un travailleur du cuir solitaire qui préférait les montagnes aux gens et appréciait l'indépendance plutôt que les relations domestiques que la plupart des gens considéraient comme essentielles pour une vie complète. Nancy a fini par apprendre l'existence de Patricia et Michael grâce à un commentaire désinvolte que Tom a fait à un moment où il n'était pas en position de garde. Cependant, le fait qu'il ait qualifié cette période de brève erreur de jeunesse l'a dissuadé d'approfondir les sentiments ou les obligations qu'il pouvait avoir envers le fils qu'il avait abandonné plus de 10 ans auparavant. Le fils qui a gardé de l'écriture Michael Orr a grandi en sachant que son père biologique l'avait abandonné alors qu'il était tout petit son père adoptif, lui apportant la stabilité et l'amour qui ont rendu l'absence de Tom moins dévastatrice qu'elle aurait pu l'être sans cette parentalité de substitution. Mais l'adolescence a fait naître une curiosité naturelle pour les origines biologiques et pour l'homme qui lui avait apporté la moitié de son matériel génétique, mais rien de sa présence, de son intérêt ou de ses soins. Patricia a fourni un minimum d'informations expliquant que Tom avait été un cow-boy de rodéo qui avait déménagé dans le Montana et coupé tout contact, montrant clairement par sa réticence à discuter des détails que l'abandon la blessait encore même des décennies plus tard, et qu'elle considérait le départ de Tom comme une trahison impardonnable des responsabilités que tout parent devrait honorer quels que soient ses désirs personnels. La première tentative de Michael pour contacter Tom a eu lieu à l'âge 16, une lettre envoyée à la dernière adresse connue du Montana que Patricia avait gardée de la correspondance de divorce datant de plus de 10 ans. La lettre est revenue comme non distribuable, Tom ayant déménagé plus profondément dans la nature et ayant établi une existence hors réseau qui rendait impossible la livraison conventionnelle du courrier. Les tentatives ultérieures, par le biais de ces 20, ont donné des résultats similaires, chaque enveloppe retournée représentant une nouvelle confirmation que son père biologique ne voulait pas être trouvé ou avait disparu si complètement dans la nature sauvage du Montana que les méthodes de recherche standard étaient inefficaces. L'ère de l'Internet a transformé les capacités de recherche de Michael, les sites web de généalogie et les bases de données des archives publiques lui permettant de retracer les mouvements de Tom à travers le Montana avec une précision croissante, malgré la préférence apparente de son père pour rester introuvable. Il a découvert que Tom s'était remarié, que lui et Nancy vivaient quelque part dans la vallée de la rivière Yawkey, et que Tom travaillait comme artisan du cuir et guide de chasse qui avait atteint une modeste renommée dans certains cercles pour ses compétences traditionnelles et son rejet des commodités modernes. Les informations suggéraient que Tom était vivant et vraisemblablement accessible, ce qui faisait que son silence continu ressemblait plus à un rejet délibéré qu'à une simple incapacité à recevoir une communication. Michael a recommencé à écrire des lettres en 2000, après avoir trouvé une boîte postale Trago répertoriée sur un site web de maroquinerie présentant les selles et les articles de sellerie personnalisés de Tom. Les lettres commençaient de manière formelle et soigneusement neutre. Michael se présentant et expliquant qu'il n'éprouvait aucune colère à propos de l'abandon, mais qu'il souhaitait simplement établir un lien avec son père biologique et peut-être comprendre les circonstances qui avaient conduit au départ de Tom. Il a inclus des photographies montrant sa propre famille, sa femme et ses 2 filles, qui représentaient les petits-enfants de Tom, qu'ils les reconnaissent ou non, espérant que la preuve de la réussite du passage de Michael à un âge adulte stable pourrait susciter une réponse ou, au moins, une reconnaissance.
Lorsque les mois ont passé sans réponse, les lettres de Michael sont devenues plus crues et directes sur le plan émotionnel, posant des questions précises sur les raisons pour lesquelles Tom se sentait justifié de l'abandonner complètement, et s'il s'était déjà interrogé sur le fils qu'il avait laissé derrière lui. Il a écrit sur les moments marquants où l'absence du père s'est fait sentir de manière particulièrement aiguë le jour de son mariage, les naissances de ses filles, la mort de son père adoptif, à la suite d'un cancer, des événements qui lui ont fait prendre conscience de manière aiguë du choix de Tom de rester déconnecté de la famille qui l'aurait accueilli malgré les décennies d'absence. L'absence de réaction à ces révélations vulnérables a fait plus de mal que l'abandon initial. Michael, adulte, a compris que son père choisissait activement le silence plutôt que d'être empêché de prendre contact par des circonstances indépendantes de sa volonté. Au bout de 2014, la dernière lettre de Michael reconnaissait sa défaite, écrivant qu'il cessait d'essayer d'établir une relation avec quelqu'un qui, de toute évidence, ne voulait pas de cette relation. La lettre exprimait plus de tristesse que de colère, Michael notant que ses filles grandiraient sans jamais connaître leur grand-père biologique, parce que Tom avait choisi l'isolement plutôt que la famille, la solitude, plutôt que les relations désordonnées et compliquées que la plupart des gens considèrent comme essentielles à une vie pleine de sens. Il souhaitait à Tom de trouver la paix dans la nature du Montana, ajoutant qu'il espérait que la solitude valait le prix que Tom avait payé en abandonnant des relations et des liens familiaux que la plupart des gens auraient chéris. Cette dernière lettre rejoignit les autres non ouvertes dans la boîte que Nancy découvrirait 10 ans plus tard. Les mots de Michael ont été conservés non lus en témoignage de l'engagement de Tom à éviter toute confrontation avec le passé qu'il avait délibérément laissé derrière lui lorsqu'il avait fui l'Illinois pour la nature sauvage du Montana. Les lettres représentaient la preuve de la persistance de Michael et du refus obstiné de Tom de s'engager, documentant une relation unilatérale dans laquelle le fils continuait à tendre la main au père, qui ne répondait que par une absence stratégique continue. Nancy avait su pour Michael dès le début de sa relation avec Tom, la révélation ayant eu lieu lors d'une excursion en camping lorsque la garde de Tom avait été baissée par le whisky dans l'isolement de la nature sauvage. Et il avait avoué qu'il se sentait plus en sécurité là qu'en ville, où la conversation pouvait être entendue ou interrompue. Il lui avait parlé de Patricia et du bébé qu'il avait laissé derrière lui, le qualifiant d'erreur commise alors qu'il était trop jeune pour se comprendre lui-même ou pour savoir ce qu'il attendait réellement de la vie. Il avait demandé à Nancy de comprendre qu'il n'était pas fait pour la paternité, que l'abandon de Michael avait été l'option la plus gentille compte tenu de ses limites psychologiques et de sa profonde inaptitude aux responsabilités parentales qui aurait nui à tout le monde s'il s'était forcé à maintenir un engagement inadéquat. Nancy avait accepté cette explication à 24, assez jeune pour croire que l'amour pouvait surmonter n'importe quelle complication et que l'apparente dévotion de Tom pour elle représentait une capacité d'engagement qui n'avait tout simplement pas existé pendant son bref premier mariage. Elle s'est convaincue que Michael était mieux sans Tom, qu'avoir un père désintéressé qui participait à contre-cœur était pire que de ne pas avoir de père biologique du tout. Cette rationalisation lui a permis de construire une vie avec Tom, sans se sentir coupable de devenir sa seconde épouse. Dans le même temps, son premier enfant a grandi sans lui, se disant que la première famille de Tom était du passé, et ne concernait pas leur présent ou leur avenir ensemble. Mais la découverte de la boîte de lettres non ouverte a brisé toute conviction restante, selon laquelle l'abandon de Tom avait été une erreur ponctuelle plutôt qu'un choix permanent de rejeter un fils qui essayait depuis des décennies d'établir un contact même minime. Les lettres représentaient la persistance et l'espoir de Michael, et sa résignation finale, son voyage d'un jeune homme optimiste à un père d'âge moyen défait, visible à travers la progression des cachets postaux et des adresses de retour, montrant les propres mouvements de Michael à travers l'âge adulte que Tom avait entièrement manqué. Nancy s'est retrouvée à pleurer en tenant des lettres qu'elle n'avait pas le droit de lire, le chagrin pour le fils qui avait essayé de rejoindre son père, qui est délibérément resté inaccessible en raison de l'isolement géographique et du refus obstiné d'engager le dialogue. Confronter Tom au sujet des lettres non ouvertes a forcé Nancy à reconnaître sa propre complicité dans l'exclusion de Michael, et son acceptation du récit de Tom au sujet de sa première famille représentait un accord silencieux, selon lequel le maintien de leur idéal de vie sauvage était plus important que la résolution des affaires inachevées de Tom ou le désir légitime de Michael pour Bory, le lien avec son père biologique. Elle avait bénéficié du choix de Tom de disparaître dans la nature sauvage du Montana,
de leur mode de vie hors réseau et de leur emplacement éloigné, rendant presque impossible pour Michael de les retrouver sans un effort extraordinaire que Tom espérait manifestement ne jamais réaliser. Elle avait participé passivement à l'abandon de Tom en ne le poussant jamais à contacter Michael ou en suggérant que les responsabilités paternelles ne s'éteignaient pas simplement parce qu'elles n'étaient pas pratiques ou inconfortables. La prise de conscience la plus douloureuse fut que Tom était au courant des lettres depuis le début, qu'il les avait délibérément laissées, sans les ouvrir, plutôt que d'ignorer les tentatives de contact de Michael. Cette révélation transforma la compréhension que Nancy avait de son mari, l'homme qui pouvait piéger et tanner et survivre aux hivers brutaux du Montana, grâce à ses compétences et à sa détermination, mais qui n'avait apparemment pas le courage d'ouvrir une enveloppe de son propre fils. L'hypocrisie était stupéfiante. Tom s'est présenté comme quelqu'un qui faisait face aux défis directement et qui vivait selon des valeurs traditionnelles, y compris la responsabilité personnelle, alors qu'il avait passé des décennies à éviter les responsabilités fondamentales qu'implique le fait d'être parent. Nancy a exigé que Tom ouvre les lettres et réponde à Michael sa colère, les surprenant tous les deux compte tenu de sa personnalité typiquement évitante des conflits et de son acceptation des limites émotionnelles de Tom. Elle a soutenu que Michael méritait d'être reconnu même si la relation était impossible et que 30 années de silence avaient été cruelles, quelles que soient les rationalisations de Tom pour protéger tout le monde de sa parentalité inadéquate. Tom a résisté, défendant sa position de longue date selon laquelle l'ouverture de la communication ne ferait que causer de la douleur et que Michael était vraisemblablement passé à une vie qui ne nécessitait pas la participation ou la validation de Tom. La dispute s'est intensifiée pendant plusieurs jours, Nancy menaçant de contacter Michael elle-même si Tom ne le faisait pas son ultimatum, représentant la première crise grave dans un mariage qui avait survécu près de 40 ans grâce à son acceptation des bizarreries et des limites de Tom. Elle a dit à Tom qu'elle avait accepté son indisponibilité émotionnelle et son besoin d'isolement. Pourtant, elle ne pouvait supporter qu'il continue d'abandonner un fils qui n'avait rien fait de mal, si ce n'est naître d'un père psychologiquement incapable de remplir ses obligations parentales élémentaires. Tom devait soit s'expliquer avec Michael, soit accepter que le respect de Nancy à son égard soit fondamentalement entamé par la découverte de l'étendue de sa lâcheté à l'égard de sa première famille. Lorsque le passé a retrouvé la montagne, le chercheur qui a finalement relié Michael à l'emplacement exact de Tom était un passionné de généalogie spécialisé dans la recherche de personnes qui s'étaient délibérément rendues introuvables. Ses compétences se sont affinées en aidant des enfants adoptés à retrouver leurs parents biologiques et en recherchant des membres de leur famille qui avaient rompu tout contact pour diverses raisons, allant de la honte à la peur, en passant par le simple désir d'une déconnexion totale avec un passé douloureux. Michael l'avait engagé après avoir épuisé ses propres capacités de recherche, lui fournissant les informations qu'il avait accumulées sur la localisation générale de Tom et lui demandant de déterminer si son père était réellement injoignable ou s'il refusait simplement de répondre aux lettres envoyées à la bonne adresse, ayant besoin de savoir si ces décennies d'efforts avaient échoué pour des raisons logistiques ou de rejet délibéré. La chercheuse a découvert Tom par une voie inattendue. Son apparition dans Mountain Men, à partir de 2012, avait créé un profil public qui contredisait ces décennies précédentes d'anonymat réussi l'exposition à la télévision, le rendant ironiquement trouvable après des années de maintien de l'invisibilité grâce à un mode de vie hors réseau. Les épisodes montrant le mode de vie isolé de Tom et Nancy comprenaient suffisamment de détails géographiques et de références locales pour qu'une personne connaissant le nord-ouest du Montana puisse raisonnablement restreindre leur localisation à une région spécifique de la vallée de la rivière Yaak, le paysage en arrière-plan et les mentions occasionnelles de points de repère à proximité fournissant des indices qu'une analyse minutieuse pouvait reconstituer. Le recoupement de ces informations avec les registres de propriété et les enregistrements de boîtes postales a permis à la chercheuse de localiser Tom avec une précision que 30 années d'échanges épistolaires n'avaient jamais atteinte. La technologie et les bases de données d'archives publiques rendent donc la vie privée de plus en plus difficile, même pour les personnes qui vivent délibérément isolées. Elle a contacté Michael avec des nouvelles mitigées. Elle avait trouvé Tom et confirmé qu'il recevait du courrier à l'adresse utilisée par Michael, ce qui signifiait que toutes les lettres envoyées par Michael au cours des 10 dernières années étaient probablement parvenues à leur destinataire, même si elles n'avaient suscité aucune réponse,
indiquant qu'elles avaient été reçues ou qu'elles avaient fait l'objet d'un accusé de réception. Cette confirmation a transformé le silence de Tom d'un possible échec de communication en un choix définitif d'ignorer les tentatives répétées de contact de son fils. Cette connaissance a frappé Michael plus durement que ne l'aurait fait une incertitude persistante, car elle prouvait que le rejet de son père était actif et continu, et non le résultat passif des circonstances. Le chercheur a averti Michael que le fait de forcer la confrontation avec quelqu'un qu'il avait évité avec autant de persistance risquait de ne pas produire les retrouvailles ou l'explication qu'il espérait que certaines personnes n'étaient tout simplement pas capables de rendre des comptes ou de faire preuve de la vulnérabilité émotionnelle nécessaire à la réconciliation. Et que Michael devait se préparer à la possibilité que la rencontre avec Tom en personne ne fasse que confirmer ses pires soupçons sur le caractère et les priorités de son père. Michael a tout de même décidé de se rendre dans le Montana. Ses filles sont maintenant des adolescentes qui méritent de rencontrer leur grand-père biologique, même si Tom s'avérait aussi peu disponible émotionnellement en personne qu'il l'avait été pendant des décennies de non-réponse aux lettres qui avaient documenté la vie adulte de Michael tout au long de sa vie. Michael n'a pas contacté Tom à l'avance, craignant qu'un avertissement n'incite simplement son père à disparaître plus profondément dans la nature ou même un chercheur déterminé ne pourrait pas le retrouver. Son expérience de l'évitement de Tom suggérait que lui donner toute possibilité d'échapper à la confrontation aboutirait exactement à ce résultat. Au lieu de cela, Michael s'est rendu dans le Montana en été 2023 et s'est présenté à l'improviste à la cabane de Tom et Nancy, faisant le pari qu'il serait plus difficile d'ignorer Tom en face à face que des lettres qui pouvaient rester indéfiniment dans des boîtes à l'abri des regards et de la conscience. Nancy ouvrit la porte, reconnaissant Michael immédiatement bien qu'elle n'ait jamais vu de photo de lui. La ressemblance familiale avec Tom était indéniable et choquante dans son intensité, ses traits et sa structure osseuse, le désignant indubitablement comme le fils de Tom, malgré les décennies de séparation. Elle resta figée un moment avant de se reprendre suffisamment pour l'inviter à entrer, son visage montrant de la culpabilité et de l'appréhension face à la confrontation qu'elle redoutait depuis qu'elle avait découvert les lettres non ouvertes des mois plus tôt, sachant que ce moment était inévitable. Une fois que l'existence de Michael avait été révélée, mais espérant qu'il pourrait être retardé jusqu'à ce qu'elle convainque Tom de gérer la situation avec un semblant de responsabilité. Tom était dans son atelier de cuir, derrière la cabine principale, Nancy expliquant la situation à Michael. En même temps, ils attendaient qu'elle récupère Tom et force la rencontre que 30 ans d'évitement avaient repoussé ses excuses pour le comportement de Tom, sonnant creux étant donné sa propre complicité dans le rejet de son fils. La réaction de Tom, en voyant Michael, fut un mélange complexe de choc et de quelque chose qui ressemblait à de la panique. L'homme qui pouvait affronter les ours et les hivers rudes était apparemment terrifié à l'idée de discuter avec son propre fils, son courage sauvage échouant face à une responsabilité émotionnelle qu'il avait passé 3 décennies à éviter. Il se tenait sur le seuil de son atelier, refusant d'entrer dans la cabane où Michael attendait son langage corporel, suggérant qu'il pourrait s'enfuir dans la forêt environnante pour éviter la confrontation que la découverte des lettres par Nancy avait rendu inévitable sa réaction de lutte ou de fuite, favorisant clairement la fuite malgré l'absurdité d'un homme de 66 ans fuyant son fils d'âge moyen. Nancy s'adressa à lui brusquement, son ton empreint d'autorité, surprenant Michael compte tenu de ce qu'il avait compris de la personnalité dominante de son père et de la dynamique traditionnelle des sexes dans leur mariage. Ces mots ont tranché la panique de Tom avec la force de quelqu'un qui a atteint la limite absolue de la patience face à la lâcheté de son mari et qui en a fini de lui permettre d'éviter les responsabilités humaines, de base, de se réconcilier avec ce qui ne peut être défait. La conversation qui a suivi a été gênante et douloureuse, les questions préparées par Michael, rencontrant les réponses monosyllabiques de Tom et son malaise évident face à toute la situation. Tom n'a pas présenté d'excuses ou d'explications qui auraient pu satisfaire le besoin de Michael de comprendre pourquoi son père l'avait abandonné et avait ensuite ignoré des dizaines d'années de tentatives de contact. Il a dit qu'il avait été trop jeune et inadapté à la paternité, que partir lui avait semblé être la meilleure option, compte tenu de ses limites, qu'il s'était convaincu que Michael était mieux sans lui. Les explications sonnaient creux, étant donné que Tom avait réussi à maintenir un mariage avec Nancy pendant près de 50 ans, suggérant que sa prétendue incapacité à maintenir des relations était sélective plutôt qu'absolue. Michael a posé des questions sur les lettres non ouvertes, voulant comprendre pourquoi Tom ne pouvait pas gérer ne serait-ce qu'un accusé de réception minimale,
et une explication de son désir de rester déconnecté. Tom n'avait pas de réponse adéquate admettant qu'il avait été lâche, mais n'offrant aucune défense ou rationalisation qui rendrait le silence moins cruel ou incompréhensible. Il a dit qu'il avait pensé à ouvrir les lettres, mais que cela aurait nécessité de décider s'il fallait répondre et quoi dire. Des complications qu'il avait évitées en laissant simplement les lettres non ouvertes là où elles ne pouvaient rien exiger de lui. Les petits-enfants sont devenus le point central de la conversation, lorsque Michael a mentionné qu'il avait emmené ses filles dans le Montana, dans l'espoir qu'elles rencontrent leur grand-père, malgré les décennies d'absence de Tom dans la vie de Michael. La réaction de Tom a été plus résistante qu'accueillante. Il a fait valoir qu'établir une relation avec des petits-enfants qu'il n'avait jamais rencontrés serait injuste pour eux compte tenu de son âge et de son incapacité persistante à nouer des liens avec la famille. Michael a fait valoir que ses filles méritaient de connaître leur grand-père biologique, quel que soit le niveau de confort de Tom, et que ce dernier ne pouvait pas décider unilatéralement de s'exclure d'une famille qui voulait l'inclure malgré ses échecs passés. L'intervention de Nancy s'est avérée décisive. Son insistance pour que Tom rencontre au moins ses petits-enfants, surmontant sa résistance par la seule force de sa volonté, a suggéré que des décennies de frustration accumulées par son évitement émotionnel exigeaient enfin d'être exprimées. La rencontre fut brève et inconfortable. Tom n'était manifestement pas à sa place face à des adolescentes dont l'existence représentait à la fois son héritage génétique et la preuve que Michael avait réussi à devenir un adulte stable malgré l'absence de son père biologique. Les filles étaient polies, mais sur leur garde, leur père les ayant préparées à la possibilité que leur grand-père ne soit pas chaleureux ou accueillant, mais qu'elles méritaient tout de même la courtoisie. La question du maintien du contact n'a pas été résolue lorsque la visite de Michael s'est terminée après 2 jours douloureux de tentatives de connexion qui n'ont pas donné grand-chose, si ce n'est de la confirmation que Tom était exactement aussi limité émotionnellement que 30 ans de silence l'avaient suggéré. Michael a quitté le Montana sans promettre de communication future. Il a tout de même réussi à comprendre pourquoi son père avait disparu, non pas à cause de ce que Michael avait fait ou omis de faire, mais parce que Tom était psychologiquement incapable de maintenir des relations familiales qui exigeaient une vulnérabilité émotionnelle ou l'acceptation d'une responsabilité qu'il n'avait jamais voulu. L'apparition de Tom dans Mountain Men après la confrontation a eu un poids différent pour les téléspectateurs qui ont appris, grâce à la couverture médiatique inévitable, l'existence du fils qu'il avait abandonné et les décennies de lettres non ouvertes qui représentaient la persistance de Michael. Certains fans ont défendu Tom comme un produit d'une autre époque, où l'on n'attendait pas des hommes qu'ils soient émotionnellement disponibles, et où l'abandon d'enfants était plus courant et moins stigmatisé que ce que la société contemporaine considère comme acceptable. D'autres ont soutenu que son authenticité en milieu sauvage avait été ébranlée par la découverte qu'il avait fui non seulement la civilisation, mais aussi des responsabilités humaines fondamentales qui transcendaient les moments culturels ou les limites personnelles. La relation de Nancy avec Tom a été définitivement altérée par la situation de Michael, la découverte des lettres non ouvertes, et la résistance continue de Tom à une réconciliation significative révélant les limites de son caractère que des décennies de compétences en milieu sauvage avaient masquées. Elle est restée avec lui, mais avec un respect réduit et une conscience accrue que l'homme qu'elle avait épousé était capable d'une profonde lâcheté émotionnelle en dépit de sa bravoure physique et de ses compétences en matière de survie. Cette reconnaissance a modifié leur dynamique de manière subtile. Nancy était moins disposée à s'accommoder des préférences de Tom lorsqu'elles entraient en conflit avec son sens de l'action juste. Michael est retourné dans l'Illinois sans la relation père-fils qu'il avait espérée, mais en comprenant que l'abandon de Tom reflétait les échecs de Tom plutôt que l'inadéquation de Michael. Il a maintenu un contact sporadique avec Nancy, qui l'a tenu au courant de l'état de santé de Tom et a regretté sa complicité passive dans les décennies d'évitement de Tom. La relation entre Michael et Nancy est devenue quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu, un lien entre le fils et la belle-mère qui partageaient une compréhension des limites de Tom et la déception qu'il n'ait pas pu les surmonter même lorsqu'il était directement confronté au mal qu'elles causaient. La double vie de Tom, homme de montagne, accompli en public, père raté en privé, est devenue partie intégrante de son héritage, qu'il l'ait voulu ou non. Ses compétences en matière de nature sauvage sont restées impressionnantes et ses connaissances traditionnelles précieuses, mais les téléspectateurs et les personnes qui connaissaient son histoire n'ont jamais pu faire la distinction entre ses compétences en matière de montagne
et ses échecs domestiques. Certaines blessures n'ont pas pu être guéries par des tentatives de réconciliation qui sont arrivées 30 ans trop tard. Certains abandons ont laissé des cicatrices permanentes, quelles que soient les explications ou les efforts limités de réparation. Tom a découvert qu'il était possible de s'enfuir dans les régions sauvages les plus reculées et de se construire une identité. Pourtant, le passé finit toujours par vous retrouver et vous demande des comptes que toutes les compétences en maroquinerie et les connaissances en matière de survie hivernale ne pourront pas éviter à jamais.